Et environnementale de l'université. Il a travaillé plus de 18 ans pour le CIE et a agi en tant que consultant pour des banques de développement et des gouvernements et banques de développement et des ailleurs d'universités et principalement sur des changements climatiques. Atténuation adaptative sur le transport, le développement durable, ainsi sur le transport, le développement de politique, la mise en œuvre et l'évaluation. Il a principalement travaillé aux États-Unis et plus récemment en Amérique latine ainsi qu'au Canada et collabore d'ailleurs avec la Ville de Toronto pour la rédaction de la stratégie de la résilience de la Ville dans le cadre du programme 100 Resiliency. Steve est l'auteur de plusieurs ouvrages, en fait, j'en ferai pas la liste, dont 2 livres, soit Growing Cooler, The Evidence of Urban Development and Climate Change, et Growing Wealthier, Smart Growth, Climate Change and Prosperity. Plus récemment, il a collaboré aussi avec le Simon Fraser University pour la rédaction du rapport Low Carbon Resiliency, Best Practices for Progress, en collaboration justement avec le Simon Fraser. Donc, je laisse la parole à Steve qui va nous parler de la résilience. Avec le micro. Oui. Bonjour à tous, je suis heureux d'être ici et c'est aussi ma première présentation en français, donc j'espère que tout sera assez clair, sinon je peux demander. Donc, j'ai commencé à travailler en champ de changement climatique au sujet de atténuation, mais surtout les intersections de planification urbaine et transport. Et je suis rendu compte qu'on pose les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on construit, où et comment il y a les implications pour les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour l'adaptation. Donc, j'ai travaillé et je continue à travailler en Colombie en projet de Transit Oriented Development, mais aussi avec, j'ai commencé en adaptation en 2006 avec 9 villes aux États-Unis comme New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Miami, Seattle, King County. On a commencé leur plan d'adaptation et aussi avec Toronto. Et je vais réutiliser quelques diapositives d'il y a 13 ans pour commencer parce que on a pensé, là et maintenant, je crois, quand on parle d'atténuation, on a des belles images à choisir, les ampoules efficaces, même si c'est un peu obsolète, cette technologie, les énergies renouvelables, le transport en commun. Mais quand on parle d'adaptation, on a les images des catastrophes, des feux, des inondations, pour des problèmes que des solutions. Nous avons parlé qu'il faut avoir des solutions pour motiver les gens, pour vraiment prendre l'action. Qu'est-ce qu'il y a si on réussit? J'ai commencé avec une série de blogs, What does adaptation look like? Pour trouver les images plus positives et concrètes d'adaptation. Et je vais parler de plusieurs de ces exemples, mais derrière le Thames, les Trois Vers et tous les autres images et exemples d'adaptation. C'est plus concret, on fait plus vert. Donc, mais on a pensé, on a réalisé qu'il y a une intersection entre adaptation et atténuation. Et en fait, j'ai vu une image comme ça la première fois dans une plan d'adaptation à Toronto, à peu près 2005. Et on a dit, bon, il y a des mesures d'adaptation avec les avantages d'atténuation, mais ce n'est pas notre tâche. Donc, on va laisser là. Et j'ai eu cette discussion avec plusieurs
villes, les provinces, l'intérieur récemment, les pays, les entreprises, bon, ils sont des tâches séparées, un peu avec les cultures séparées, les outils séparés. Mais je crois que, si j'ai bien compris, c'est l'intersection, le centre d'un diagramme de Venn, c'est ce qui est important. Et ce que je me demande, est-ce que c'est sûr que c'est intéressant? C'est pas exactement clair, c'est important. S'il y a des vraies synergies, seulement des bénéfices directionally corrects. Donc, j'ai commencé à ramasser des exemples comme infrastructure verte, solaire et stockage, conservation d'énergie et d'eau, transport en commun, résilient, des autres exemples que je vais présenter. Mais avant de présenter ces exemples, c'est bon à poser la question, mais pourquoi? C'est intéressant, ok, mais est-ce qu'il y a des désavantages? Et je crois, oui, il y a plusieurs désavantages potentiels entre l'intersection d'adaptation et atténuation. D'abord, économiser du temps et des ressources. Les planificateurs, les gens qui font des politiques n'ont pas beaucoup de temps. Si on peut faire une planification intégrée, on peut éviter la duplication des efforts et aussi, notamment, éviter les opportunités manquées et l'augmentation des vulnérabilités futures. On peut protéger les investissements et augmenter les retours d'investissement dans les changements climatiques, mais notamment aussi dans l'infrastructure. On peut obtenir des multipliés coûts-bénéfices de santé, sociale, économique, etc. Et quand on a les multiples avantages, on peut attirer l'attention de plusieurs bailleurs de fonds et investisseurs pour élargir des sources de financement et surtout pour accélérer la mise en œuvre. Il y a deux principes fondamentaux de la résilience verte, efficacité et redondance. L'efficacité du côté du monde pour utiliser moins d'énergie et d'eau. Dans le secteur du transport, c'est plus avoir beaucoup de choix, des modes de transport, des carburants. Et les redondances. Dans l'énergie, on va parler des distribués. Pour l'inondation, on peut mélanger l'infrastructure verte et grise et le transport aussi, il y a des autres exemples. Avec ça, il y a les avantages pour les systèmes. Pour réduire les perturbations, la probabilité de surcharge et le temps de récupération. Aussi pour réduire les frais d'opération et d'entretien et améliorer le niveau de service, de capacité et la durée de vie utile des infrastructures. Bon, pour commencer avec le secteur d'énergie, le premier exemple, ce sont les systèmes énergétiques de quartier, comme les réseaux thermiques souterrains, qui sont moins vulnérables aux perturbations à cause des intempéries ou des pannes, et on peut diminuer la consommation d'énergie de 30 jusqu'à 80% et réaliser la fiabilité 5-9 plus sécure. Il y a l'exemple comme le Neighborhood Energy Utility à Vancouver qui capte la chaleur des systèmes d'égout et le refroidissement profond d'eau de lac Deepwater Lake Cooling en Toronto, comme deux exemples au Canada. On a aussi les mini-réseaux, avec les composants comme source de production d'énergie distribuée, énergie renouvelable, cogénération, efficacité énergique, gestion d'énergie et stockage à la fois thermique et électrique, avec les avantages surtout pour réduire les gaz à effet de serre, pour augmenter la fiabilité et pour maintenir la continuité des affaires, business continuity. Ça, c'est important. On a vu pendant Sandy à New York, les facilités avec Combined Heat and Power, on a pu garder les lumières allumées. Les opportunités pour mise en œuvre sont plusieurs dans les campus publics comme les universités, les hôpitaux, zones industrielles, dans les quartiers urbains. Il y a un projet maintenant avec Hydro-Québec à Lac Mégantic et dans les zones hors réseau, les vraies îles aussi, les emplacements éloignés. Il y a bien sûr les obstacles réglementaires et techniques, comme comment est-ce qu'on peut faire le comptage net
net metering et le islanding, c'est en français, mais pour avoir le droit d'isoler le mini-réseau du grand réseau d'électricité. Dans les bâtiments, on en voit plusieurs exemples de la résilience verte. Les toits verts peuvent capturer les eaux de pluie et réduire les ruissellements annuels entre 50 et 60%. Et ainsi, on peut réduire l'énergie requise par le traitement d'eau. Il faut entre 250 et 500 kWh pour traiter 1 million de litres d'eau de pluie. Et on peut réduire les débordements des égouts unitaires. Il y a une analyse à Washington, D.C. que les toits verts peuvent réduire le combined sewer overflow entre 6 et 15%. C'est bon à savoir qu'il y a aussi les toits bleus, c'est-à-dire avec les stratégies plus mécaniques pour le stockage d'eau, qui aussi peut garder 50% des précipitations, mais avec une valeur actuelle nette, c'est ça, moins un dixième des toits verts, qui a beaucoup de bénéfices. Et aussi des chaussées perméables qui peuvent faire des réductions importantes de ruissellement. Et il faut penser des stratégies intégrées si l'objectif est vraiment pour capturer l'eau. Il faut avoir les solutions vertes et gris. Les bâtiments aussi peuvent réduire la consommation d'énergie. Je ne sais pas s'il y a un laser, mais on peut. Est-ce qu'il y en a? Oui, appuie sur le bouton du milieu. OK. Ici, on voit le toit vert de l'hôtel de ville de Chicago. Et ici, c'est l'autre, à côté, c'est Cook County Building avec le toit en asphalte noir. Dans l'image infrarouge, on peut voir que le toit vert a 23, une température de 23 degrés C, et le toit asphalte noir à 66 degrés. Donc, il y a des implications importantes pour la consommation d'énergie, surtout pour le refroidissement. Donc, c'est surtout pour les villes plus chaudes, mais quand même, on utilise le refroidissement ici à Montréal. Et aussi, on a la stratégie des toits blancs qu'on peut faire beaucoup moins cher, seulement avec la peinture, avec les importants bénéfices pour la consommation d'énergie aussi. Et les avantages de l'infrastructure verte augmentent avec l'échelle. Il y avait une outil il y a peut-être 10-15 ans à Toronto qui a analysé une pénétration complète des toits verts avec les bénéfices de 300 millions de dollars. Les bénéfices pour les climats sont clairs pour réduire les gaz à effet de serre, réduire l'émission, la chaleur urbaine et les co-bénéfices pour l'habitat, qualité d'eau, santé, etc. Ici, on a une image où il y a des règles pour le design des roues qu'il faut inclure l'infrastructure verte dans les nouvelles constructions. Il y a aussi des avantages économiques de l'infrastructure verte. Il y a un assez connu exemple de New York, les Catskills, à peu près 200 km au nord de New York City. On les a protégés. C'était assez cher, 1,5 milliard de dollars, mais pour avoir les mêmes résultats de qualité d'eau avec l'infrastructure traditionnelle grise, ce sera 4 fois le prix pour les usines de filtration d'eau. Aussi à New York, on a une stratégie d'infrastructure verte avec aussi un prix assez haut de 2,4 milliards de dollars, mais pour faire les mêmes bénéfices pour protéger contre les inondations, les réservoirs, les tunnels, ce sera 4 milliards de dollars. Et la même histoire en Portland, mais à une échelle plus petite. En Philadelphie, il y a une histoire super importante parce qu'on est entré dans un accord avec l'Environmental Protection Agency à Washington contre les trop-pleins des égouts avec une stratégie qui inclut 50% stratégie verte, 50% stratégie grise, Low Impact Development, avec les bénéfices de 3 milliards de dollars. Et si on a fait ça seulement avec les tunnels, ce sera
100 millions de dollars. Donc, il y a des bénéfices d'intéressants. À Houston, on a calculé les bénéfices en consolidation des arbres, plus de 1 milliard de dollars. Mais c'est un bon moment à penser à les limites de l'infrastructure verte. On sait qu'en Houston, il y a récemment des inondations importantes. Et quand c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'infrastructures vertes et trop de chaussées, quand l'infrastructure verte convient mieux que les centimètres d'eau et pas des mètres comme des ondes de tempête qu'on a vu à Portland ou à New York. Donc, il y a des limites pour savoir. Il y a, dans le secteur transport, il y a les bénéfices de l'infrastructure verte pour le transport d'actifs, pour le faire plus confortable pour les piétons et les cyclistes, qui, j'espère que va utiliser plus ces modes de transport moins de faible teneur en carbone et aussi pour améliorer la qualité de la vie. Et dans le secteur transport, il faut aussi penser à solutions mécaniques et opérationnelles. C'était une tempête en 2007 à New York et les grilles de ventilation du métro ont servi comme un grain des roues. Et l'eau est tombée dans le métro, il y a eu des inondations. Donc, New York a pensé qu'est-ce qu'on peut faire et on a soulevé les grilles de quelques centimètres pour éviter un problème dans le futur. Et en protégeant un mode de transport faible en carbone, c'est déjà Green Resilient, mais je peux dire que c'est double résilience verte parce qu'on a ajouté les infrastructures pour les piétons et les cyclistes. On a aussi pensé, après cette tempête, les solutions opérationnelles. Et c'était dans Irène, je crois que c'était une superstorm. C'était la première fois qu'on a fermé le système de transport de métro avant l'orage. Et directement, parce que dans cette occasion, les autres, les gens étaient attrapés par les voitures du métro. Donc, on a fermé le système, on a bougé on a déménagé les voitures du métro dans des endroits plus hauts pour les protéger. Donc, Irène, c'était un peu une dress rehearsal pour Sandy, mais on a eu l'expérience et la population a été conditionnée d'une réponse comme ça. Mais s'il y a donc c'est bon pour les centimètres d'eau, mais s'il y a des mètres d'eau, comme les ondes de tempête, il faut les solutions les solutions différentes. Ici, les solutions déployables, comme les barrières portables sur les escaliers, l'entrance du métro, et aussi les bouchons de tunnels gonflables, super cool. Je ne sais pas si on a besoin de Montréal, mais c'est ça. Pour protéger les rails, les voitures, tout ça. Un autre orage connu en Toronto en 2005, c'est Finch Avenue. Il y avait un cycle une cascade. Il y a des pluies fortes, puis les branches rompues ont tombé dans les ruisseaux, puis ils ont rempli les ponceaux avec du bois, et puis c'est cassé. Et avec un dommage de 4 millions de dollars ici, mais pas surtout la roue, l'infrastructure d'électricité, de gaz, de télécommunications. De cette expérience, Toronto a appris que pour les ponceaux, les culverts, il faut pas seulement les désigner et les laisser. Il faut avoir un plan d'inspection et entretien. Et aussi, quand on construit les nouveaux ponceaux, il faut être sûr qu'ils sont assez grands pour l'époque de changement climatique. Aussi, dans le secteur du transport, cette pyramide est assez connue dans le champ. Il faut prioriser les modes actifs, les modes de transport actifs, piétons, cyclistes, aussi transport en commun et la plus basse priorité pour les voitures d'occupation simple. Et nous aurons, on dit, les voitures avec l'occupation nulle, les voitures autonomes, les voitures zombies. Donc, on pense tout ça pour réduire les gaz à effet de serre. Mais il existe dans un réseau intégré, il y a aussi des bénéfices pour l'allocation. Donc, avec le principe de redondance, s'il y a plusieurs modes, s'il y a plusieurs redondances dans le réseau,
si quelque portion du réseau est cassée, où il n'y a pas d'électricité, où on ne peut pas traverser, il y a des choix. Et avec les choix, les gens peuvent accéder où il faut. Il y aura plus de résilience économique et sociale. Et aussi, en cas d'évacuation, ça peut être plus facile. C'est pas seulement au mode de transport. On peut avoir la résilience post-catastrophe à un niveau plus haut et diminuer les frais d'opération et entretien et augmenter le niveau de service. On peut penser le même principe de redondance sur les voitures. La plupart d'énergie d'innovation pour les voitures sont les voitures électriques. C'est naturel parce qu'on a, surtout à Québec, l'énergie propre et un peu à notre endroit. Mais ça prend des risques aussi, des vulnérabilités. S'il y a une panne des voitures, on a des anxieuses de gamme, range anxiety aussi avec les voitures électriques. Ça améliore. Mais il y a une étude de super intéressant, le mois passé, je crois que l'Université de Californie et Davis, qui ont réalisé qu'en conduite urbaine, les hybrides branchables maintenant utilisent l'électricité la plupart du temps. Donc, les impacts de gaz à effet de serre sont à peu près au même niveau que les véhicules 100% électriques. Mais c'est sûr qu'il faut une deuxième génération des hybrides branchables conçus pour l'efficacité et l'interopérabilité. On peut utiliser l'essence et l'électricité. Ce n'est pas une idée avec beaucoup de momentum, mais je trouve important. Dans le secteur d'eau, il y a plusieurs solutions de la résilience verte, surtout d'abord avec la conservation de l'eau. On peut réduire l'énergie, réduire pour le pompage et le traitement et protéger contre la sécheresse. On a la réutilisation des eaux usées traitées, cette tuyau violet de King County, Washington, c'est parti d'une usine de purification d'eau à King County, Washington, Seattle, qui s'appelle Brightwater. Et au même temps qu'on a commencé à faire les plans pour cette usine, cette station, on a commencé à analyser les scénarios des changements climatiques. Et on a réalisé que dans les 30, 50 années qui suivront, le niveau de neige dans les montagnes cascades diminuera et il faut avoir plus d'eau. Maintenant, il ne faut pas. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier exemple que je sais qu'on a augmenté le prix, peut-être 2%, mais un projet cette taille, c'est pas rien, pour ajouter un réseau des purple pipe pour utiliser l'eau traitée pour les applications industrielles ou certaines agriculturelles pour pour garder l'eau pour les poissons, les gens, comme on dit. On peut aussi faire la production d'énergie distribuée à cette station de traitement d'eau, comme les biodigesteurs pour faire biogaz, pour générer chaleur et électricité. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Je suis pas sûr c'est important, mais quand même intéressant pour les micro-hydro, on prend l'énergie mécanique des tuyaux pour générer de l'énergie. Pourquoi pas? Et on sait aussi que les zones humides peuvent traiter l'eau avec un coût de moitié des systèmes conventionnels. Et si on protège les usines de traitement des eaux, des inondations par exemple, surtout bien sûr on peut améliorer la qualité d'eau, mais sans les systèmes d'eau, on n'a pas des villes, on n'a pas des bâtiments. Donc c'est une importante mesure de résilience verte. Donc, comment est-ce que réaliser la vision de la résilience verte? Je veux dire que je veux offrir qu'on peut commencer avec poser la question climatique. Ask the climate question. Comment les politiques et les dépenses affecteront les GES et la résilience climatique? Est-ce que les fait pire ou mieux? Est-ce qu'on va réduire ou augmenter les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va augmenter la résilience ou les vulnérabilités?
C'est une question assez facile, mais je trouve qu'il y a assez de pouvoir pour arrêter et penser. Aussi, on peut relier les points, connect the dots. Si on commence, par exemple, avec les nouveaux codes de bâtiments, par exemple, contre inondation ou les risques sismiques, on peut demander si on peut inclure efficacité d'énergie d'eau pour avoir des vrais bâtiments verts et résilients. Si on fait les projets de Transit-Oriented Development, comme je fais au Colombie, il faut d'abord savoir si on construit dans une zone d'inondation. Mais après ça, est-ce qu'il y a des occasions pour ajouter l'infrastructure verte, pour avoir les vrais quartiers verts et résilients? Et si on fait l'énergie renouvelable, on doit demander si le réseau, si le grid est résilient et s'il y a des occasions pour stockage, pour avoir l'énergie résiliente à faible teneur en carbone. Il y a, je crois, sur le mur là, une étude de Uranus sur le secteur de l'énergie et ses intersections. Aussi, on peut prendre une page de Président Clinton, de campagne de Président Clinton il y a beaucoup de temps, Follow the money, suivez l'argent. J'ai fait cette matrice de la résilience verte pour identifier les synergies entre adaptation et atténuation, en demandant quels sont vos plus gros investissements. Et c'est un exercice assez simple à faire dans un département, dans une ville, dans une province. Quels sont les trois plus grands investissements dans l'adaptation, l'atténuation et surtout dans l'infrastructure. Donc, j'ai mis les données illustratives pour seulement démontrer que quand on parle de changement climatique, c'est d'habitude des millions de dollars. Mais quand on parle de l'infrastructure, c'est plus les milliards de dollars. Donc, il y a des opportunités pour assurer que c'est mieux et pas pire. On peut levier ces recours pour réaliser les bénéfices du changement climatique et pas pour faire la situation pire. En suivant l'argent, il faut surtout regarder le secteur privé, parce que si on voit l'ingénierie et la construction au niveau des pays du Canada, c'est 14% local, peut-être moins de 10% provincial et national, et la plupart, c'est privé. Donc, si on suit seulement les recours publics, ce ne sera pas assez pour réaliser notre objectif d'adaptation et d'atténuation. C'est sûr, c'est évident, il faut planifier à l'avance, poser la question des plans, des politiques, des budgets, pas seulement changement environnemental, infrastructure, énergie, transport, utilisation des sols, gestion des inondations, logement. Chaque fois qu'on fait une décision qui peut changer l'environnement construit, on a l'occasion d'améliorer la succession. Et on cherche toujours pour les bonnes métriques pour adaptation. Pour atténuation, c'est assez simple. Moi, je vais ajouter une métrique pour la résilience verte. C'est pour éviter les risques. J'aurais aimé que nous avions, I wish we would have, quand on reconstruit une rue, par exemple, pour améliorer le drainage. On peut élargir les trottoirs, par exemple. Quand on utilise notre fonds rare, il faut maximiser les avantages climatiques. Comme Alexandre a dit, j'ai fait quelques collaborations avec Simon Fraser University de Harvard là. On l'appelle Low Carbon Resilience. Je trouve que c'est plus clair, mais moins sexy que Green Resilience. Mais quand même, on a fait quelques rapports ensemble et j'ai fait ce modèle conceptuel avec les mêmes étapes de planification et action pour adaptation et atténuation, analyse de la situation, évaluation du risque, analyse des solutions, plan d'action, mise en œuvre, évaluation, etc. En ce niveau d'analyse de solutions, on va avoir les occasions pour identifier les conflits potentiels, les synergies potentielles, pour essayer à maximiser les synergies et minimiser les conflits. Je dis la même chose en positif. Quand on parle, après d'analyser les actions potentielles,
il faut avoir les processus clés, les plans, comme j'ai dit, et aussi les processus financiers et gestion d'actifs. La gestion d'actifs, asset management, on peut le définir pour fournir le niveau de service requis aussi rentable que possible en tenant compte des besoins et des stress futurs. En d'autres mots, on veut minimiser les coûts totaux de possession sur tout le cycle de vie. Planification, conception, construction, opération, etc. Donc, comment le changement climatique va affecter le niveau de service et les coûts totaux de possession? Je crois que nous devons intégrer les changements climatiques dans tous les processus financiers afin de minimiser le coût total de possession, un principe important. Et pour tous les étapes, planification, capital, utilisation, opération, ce qu'on trouve que toutes ces fonctions, d'habitude, existent dans des départements différents du gouvernement municipal, par exemple. Donc, c'est plus un sujet institutionnel pour l'intégration des planifications et pour faire des décisions vraiment pour minimiser les coûts totaux. Bon, pour finir, il faut poser des questions climatiques pour identifier les opportunités, commencer avec les évaluations de bon sens, common sense, les projets, plans, budgets, et puis il faut examiner comment les études utiles d'analyse existants peuvent être appliquées et développer des nouveaux outils. Pour compléter l'optique des changements climatiques de RNCAN, le Climate Lens, c'est super important, mais c'est séparé, adaptation et atténuation, donc il faut examiner les interactions potentielles et identifier les synergies. On peut commencer avec les listes de contrôle et puis développer les inventaires plus complets des interactions entre adaptation et mitigation. Il faut développer les outils quantitatifs pour analyser les interactions, bien sûr les impacts des changements climatiques, mais aussi les évaluations coûts-avantages. Et puis on a besoin des conseils de mise en œuvre pour maximiser les avantages de la résilience verte, et on a besoin des orientations sur les stratégies de financement. Donc, merci pour votre attention, pour suivre et je suis heureux de répondre à votre questions et commentaires. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais me lancer avec une première question. Vous parliez qu'il y a un grand besoin de mobiliser le secteur privé pour faire partie des infrastructures. Est-ce que justement vous avez des solutions comment assurer que le secteur privé soit aussi mobilisé sur la question des besoins de voir à la fois les adaptations et l'administration? Je crois qu'on commence dans le secteur privé avec le disclosure des risques financiers et je crois que maintenant ils sont séparés de l'adaptation et l'atténuation, mais pour eux d'habitude l'adaptation est plus importante parce que avec les coûts des affaires. Donc je crois que c'est plus de notre profession de changement climatique si on est séparé. Dans les compagnies, il y a quelqu'un avec le chapeau de environnement, prendre des deux côtés de pièces. Donc, j'ai pas des exemples concrets, mais je crois surtout dans les bâtiments verts, on pense les deux choses en même temps. Mais comment dit-on, disclosures financiers sont trop séparés maintenant et c'est ça mieux les intégrer. C'est pas ça que j'ai compris. Oui, excellente présentation. Le français était pas mal bon. En fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui va être contre ce que tu as dit, dans le sens que globalement, ça fait du bon sens. Le seul truc, c'est qu'il y a toute une panoplie de défis pour vraiment réussir à le réaliser. Nous, on travaille beaucoup en adaptation, puis on le voit bien qu'on rentre dans des portes
dans des organisations qui sont complètement différentes de ceux qui travaillent en réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Puis si, par exemple, on veut leur parler de réduction et d'adaptation, ben, la première réponse qu'ils vont dire, c'est « Ah, mais moi, mon objectif, c'est l'adaptation. » Réduction, c'est un autre département. Les gens d'adaptation vont être beaucoup plus réceptifs à, disons, ils vont être capables d'en prendre les risques, les catastrophes, etc., parce que c'est souvent leur travail que de tenter de gérer les risques ou d'éviter les risques. Alors que les gens qui travaillent en réduction, eux, peuvent devenir peut-être davantage déprimés, avoir des catastrophes. Il y a toute une panoplie de différences comme ça qui rend ce que tu expliques là, en pratique, quand même pas mal difficile à réaliser. Là. Les aspects budgétaires, il y en a toute une panoplie de barrières à tout ça. Je ne sais pas si tu avais des exemples ou des exemples d'organisations qui avaient peut-être même changé leur façon d'octroyer les budgets ou de planifier le territoire, ou etc. Puis même ton exemple par rapport au fait que follow the money, là, en théorie, c'est vrai. Mais en pratique, les gens du secteur privé sont très orientés sur le short term. Il faut des résultats, il faut faire même encore, il faut faire des bénéfices à l'intérieur de 7 ans, sinon c'est zéro intéressant, etc. Puis, donc, il y a tous ces facteurs-là que je me demande comment, dans les projets que tu as pu être impliqué aux États-Unis, comment réussir à tout éliminer ces barrières-là. Je crois que d'abord, pour savoir les bénéfices. Par exemple, Toronto a fait des études d'intégration sur les 3 verres il y a 15 ans, mais maintenant, on n'a pas de niveau de variation. On sait que c'est bon, et donc, pour savoir les impacts est important. Je trouve que le plus important, le plus simple pour commencer, ce sont les listes de contrôle, checklists. Si on fait ça, comme au Connected Dots, si on pense de ça, il y a une occasion contre l'inondation, il y a l'occasion de maximiser l'infrastructure verte, c'est déjà connu. Mais commencer avec les idées common sense pour savoir, pour penser qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, comme j'ai dit, développer les outils pour faire ça. Dans le développement, je crois qu'il y a plus d'orientation, adaptation. Et ici, l'Amérique du Nord, au Canada surtout, il y a un peu de jalouse des gens qui travaillent sur l'adaptation. L'atténuation ont tous les ressources. Mais pour moi, donc, faites les amis, si on fait et pose des questions. Vous avez des importants investissements dans les photovoltaïques. Donc, c'est résilient. Est-ce que tu veux gaspiller l'argent? Est-ce qu'il y a l'occasion à améliorer? Donc, je trouve qu'il faut commencer avec la conversation. Et pour savoir, quand j'ai travaillé, nous étions ensemble en atelier à Victoria avec un directeur de plusieurs villes. Ça va les jeunes? Il y a une femme qui a 3 chapeaux d'atténuation, adaptation et Pascal, il y a besoin de ça déjà. Et pas avec les ressources pour faire toutes les choses. J'ai travaillé avec Sustainability Solutions Group pour faire un guide pour les municipalités en Ontario sur atténuation. Et j'ai demandé, est-ce qu'on peut ajouter les thèmes, les sujets d'adaptation? Non, ce n'est pas notre tâche, mais pour les planificateurs, on a qu'une première bite de apple, donc il faut commencer les conversations. Si nous avons des checklists, si nous avons les idées pour commencer à les intégrer, je crois que ça va être productif. Est-ce que vous avez réussi à intégrer le checklist justement dans cet exemple-là? Vous avez réussi quand même s'ils disaient non, ils ont quand même accepté de réfléchir à ça. Pour moi, mon checklist est maintenant plus au niveau de Connected Dots, diapositive, mais on a commencé avec Toronto à regarder, analyser leur Transform TO, leur plan d'atténuation, pour identifier les occasions pour adaptation. Et je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas vu le final, mais dans le mois prochain, je crois que Toronto va publier leur stratégie de révision. Ce principe est là pour connecter, mais pas encore les outils, les checklists et tout ça. Il y a un outil de C40 qui a commencé à faire ça. J'ai oublié le nom.
Mais donc ça commence. Je peux le faire. je cherche les collègues pour faire ça, pour trouver les occasions pour le faire. Le rapport avec Simon Fraser University, donc cette image de le best practices for low carbon resilience, a commencé à poser des questions, qu'est-ce qu'on a besoin des professions de l'architecte, de l'ingénieur pour intégrer ces concepts dans leur pratique. Donc on commence, mais il faut pas faire. On a un commentaire ici en ligne qui trouve aussi dans la réponse à la question d'Alain, où on mentionne beaucoup aussi la question d'intégrer la question large du changement climatique à la gestion même des actifs dans le Est-ce qu'il y avait d'autres questions à faire? Je voyais la main. Oui, Alain m'a volé ma question, mais je voulais juste demander si vous aviez vu des cas où il y avait des solutions évidentes qui vous apparaissaient, des choses à faire où il y avait, en fait, c'était clair on pourrait appliquer, mais qu'il y avait des barrières qui empêchaient finalement de le faire, parce que dans beaucoup de cas, bon, c'est sûr que c'est le sens commun, c'est le gros bon sens de faire cette synergie-là, et puis dans le privé, souvent, les gens n'ont pas cette distinction-là entre adaptation et atténuation, mais quelles sont les barrières que vous avez vues, vous, à des choses que vous auriez cru que les gens auraient adopté telle option, mais qui ne l'ont pas fait? En Toronto, on a parlé à beaucoup de ressources pour les photovoltaïques et tout ça, et donc on a introduit des idées, mais pour eux, c'est typique, il y a des objectifs à construire quelques niveaux, quelques kilowatts de photovoltaïque. Donc, pour moi, il faut approcher les gens en demandant est-ce que j'ai fait leur tâche plus facile ou plus compliquée. Si c'est plus compliqué, au revoir. Si c'est plus facile, ça va aider. Je vais donner un exemple de la Colombie. C'est pas exactement une résidence verte, c'est Transit Oriented Development, mais là, il y a des politiques nationaux pour les bus rapid transit, pour le transport en commun dans les villes, avec des grands investissements de niveau national. Et aussi, il y a des programmes pour les logements sociaux, subsidiés ou gratuits, mais on les a construits 2 heures dehors de la ville où la terre était moins chère. Donc, j'ai parlé avec les vice-ministres de logement. Est-ce que vous pouvez les construire plus proches du centre des villes, des stations de transport en commun? Il a dit oui, mais pas cette année. Le président a besoin de son maison gratuite. Donc, ça prend du temps, ça prend des relations, ça prend pour les gens super occupés pour savoir qu'est-ce qu'est leur force moteur, qu'est-ce qu'on vraiment veut. Pour le secteur de transport de Colombie, c'était le cadrage de augmenter les retours sur les investissements. On a fait les investissements des systèmes de transport, et ce sera plus efficace avec les gens plus proches des stations. Donc, pour vraiment, c'est plus général comme sens, mais je crois pour savoir vraiment comment et pourquoi les gens font les décisions, et pour aider, pour développer des idées, pour communiquer et pour démontrer qu'on peut, réussir à leurs objectifs et les autres objectifs. C'est pourquoi nous avons écrit 2 livres, Growing Cooler, qui a dit que le Transit Oriented Development et Smart Grid peut réduire les émissions d'effet de serre. Mais puis on a écrit Growing Wealthier parce que, OK, changement climatique, c'est bon, mais comment est-ce que ça peut aider ma bottom line comme une entreprise au gouvernement? Quand on conceptualise autour de l'adaptation et surtout les liens entre adaptation et atténuation, un des risques, c'est des fois d'arriver à des solutions, à la maladaptation, l'adaptation qui ne va pas dans le bon sens finalement. Est-ce que parmi tous les projets, les exemples dans lesquels vous avez travaillé, vous avez des exemples de maladaptation ou peut-être une maladaptation que vous avez pu éviter
avec les concepts, par exemple. Parce que bon, on en parle souvent, mais on a peut-être encore du mal à bien visualiser, puis à avoir des exemples concrets. Oui, non, c'est une bonne question. Et j'ai donné le côté de pièce qui est plus positif, mais il y a surtout les conflits qu'il faut éviter. J'ai laissé des exemples là. Si j'ai des exemples concrets pour éviter ça, je crois surtout en Californie, il y a plus de réalisation que le gaspillage d'énergie en traitement et pompage d'eau est important. C'est à peu près 20% d'énergie électrique en Californie pour bouger l'eau. Donc, on pense qu'il y a des bénéfices de l'adaptation et l'atténuation là en Californie pour les deux. L'exemple les plus connus, c'est pour la climatisation, si c'est plus chaud et on utilise plus d'électricité. Il y a des programmes, je trouve, plus intégrés pour réduire l'utilisation d'énergie, l'isolation des bâtiments, pour éviter le besoin de climatisation. Mais non, c'est ça. Il y a des exemples des conflits et ça dépend de chaque cas. Il faut les analyser. Je ne suis pas sûr si j'ai vraiment exactement répondu. C'est pas une question facile de toute façon. L'application de cette approche-là, vous l'avez faite surtout au niveau du développement de programme ou au niveau du développement de projet ou des études de faisabilité. À quelle étape ça se situe ce type d'analyse-là? Pour mon travail, c'est surtout ce cadrage. Mais en chaque occasion, donc, on parle de la combi, les conditions pour les projets de Transfer into Development pour ajouter cette condition. C'est assez simple comme une liste de contrôle. Mais ce que je trouve est la plus important est au niveau des politiques et des budgets. Je fais du travail avec l'organisation ONG aux États-Unis, Transportation for America, au investissement en transport aux États-Unis pour demander est-ce qu'on le fait pire ou mieux pour les gaz à effet de serre. Donc, je crois à chaque niveau, il y a l'occasion d'introduire ces idées. Toronto, je crois qu'on verra un cadrage général plus haut pour suivre ces principaux, mais pour moi, chaque niveau, projet, programme, il faut demander. Aussi, s'il y a un objectif, bon, les trois vers sont les bonnes idées. Il faut évaluer, peut-être c'est beaucoup moins cher à faire les chaussées perméables, par exemple, contre l'inondation. Donc, si on prend un cadre de coût d'avantage pour vraiment savoir et pour maximiser ou minimiser les coûts d'autorisation, ça, je crois que c'est super important en cadrage au haut niveau, mais ça s'applique à chaque niveau. Ce qui est intéressant avec le Climate Lens RN-CAN, c'est que je trouve que dans la section d'adaptation, c'est plus systématique. On prend upstream, downstream, on pense de tout le système. Mais pour l'atténuation, c'est beaucoup plus étroit sur un segment d'infrastructure. Donc, je crois que le monde d'atténuation a besoin plus de pensant des systèmes. C'est ce que je fais dans la planification urbaine, Transit Development. Mais pour ça, on peut vraiment connecter le niveau des projets avec les plans, programmes et budgets. Il y avait une question en ligne autour des principales barrières au financement public de l'adaptation. Vous avez rencontré les principes. Vous êtes en mesure de nous identifier les principales barrières? Pourquoi l'adaptation de Je crois que d'habitude, je ne me souviens pas en Québec, mais les fonds verts, c'est pour les deux ou c'est plus atténuation? Okay.
Je crois que les taxes de carbone, d'habitude, c'est défini, c'est seulement pour l'atténuation. Mais je crois que c'est vrai, il y a plus de recours pour l'atténuation. Mais je crois qu'on pense pas assez aux les recours pour l'investissement dans l'infrastructure. Donc, Et est-ce qu'il n'y a pas justement là, par les synergies, un moyen de pouvoir s'assurer d'intégrer un peu plus l'adaptation dans la mesure où le financement est peut-être pas plus. j'ai compris. Est-ce que vous pensez que par la question des synergies, il y a moyen justement d'intégrer un peu plus l'adaptation dans le financement de la coordination, considérant qu'il y a certaines mesures qui peuvent. Oui, je crois que si vous avez 5 millions de dollars pour les photovoltaïques, et je suis le pauvre mec qui travaille sur l'adaptation, je veux dire, pour un Exadrine, est-ce que votre réseau est résilient? Est-ce qu'il y a des occasions de stockage? Je ne veux pas voler tes ressources, mais je veux augmenter les retours et peut-être ensemble trouver les ressources pour le faire. Donc, je crois qu'il y a des importantes occasions de collaboration, mais je trouve que quelques gens de la chambre de l'adaptation sont un peu déçus, mais eux ont tous les recours. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, je vais vous remercier pour la présentation. Pour la suite, il y a un deuxième séminaire dans environ 5 minutes. On vous laisse pour 5 minutes. Merci.